Je crois que je vais bouger, la lumière me casse les bonbons. J'ai l'air à moitié morte, je vais pas... Non, on va bouger. Bon, là j'ai un vieux reflet ici, mais je crois que ça ira. Oh non, on voit beaucoup le bouton. C'est ça de vouloir faire avec la lumière naturelle. Je n'aime pas cette luminosité, mais je n'ai pas trop le choix. Nous allons attaquer le bilan des lectures du mois de mars, comme ça je serai dans les temps. Vu que j'ai récupéré mon retard sur février, je me dis si je fais mars là dans pas trop longtemps, du coup, ben désolée pour la luminosité caca, mais en fait c'est soit ça, soit je m'achète du matos et j'ai la flemme, et là du coup on voit bien ce côté du visage et on ne voit pas celui-là. Ceci dit, celui-là il y a un bouton, donc est-ce que ce n'est pas plus mal qu'il soit dans le noir? Je ne sais pas. J'ai commencé le mois de mars en lisant Tragédie romantique d'un drama king de je ne sais plus qui. C'est publié chez Gallimard Jeunesse, je vous mettrai toutes les infos ici parce que je n'ai pas le livre sous la main. C'était une lecture, ma foi, un peu oubliable. C'est vendu comme un Bridget Jones, réécriture de Bridget Jones, je crois, version gay. C'était le ton du héros est rigolo au début, mais sur 300 pages, ouais c'est ça, 300 pages, ça m'a saoulée. C'est pas ma lecture la plus mémorable, je vais pas m'attarder dessus. Ensuite, j'ai lu Le Nouveau Morgan Moncombe, j'ai lu La Révolte de la Reine, qui fait partie de sa nouvelle trilogie réécriture historique, ou en tout cas réinterprétation de personnages historiques. Le premier étant sur Marie-Antoinette. Le deuxième, je crois que ce sera Jack l'Éventreur et je sais plus quoi. Il y en a un version Gatsby, ce sera un peu les trois ambiances. C'est une trilogie, mais chaque tome se lira indépendamment. C'est juste que c'est une trilogie dans l'esprit de réécriture de périodes historiques ou de figures historiques. En sachant que dans La Révolte de la Reine, c'est sur Marie-Antoinette, mais c'est une réinterprétation assez libre. L'autrice le dit elle-même au début. Donc, c'est très, comment dire, c'est très libre dans la réécriture, ce qui fait qu'il y a vraiment des comportements qu'a Acacia, le personnage principal féminin. Il y a des comportements qu'elle a. Si Marie-Antoinette les avait eus, je pense que page 3, elle était décapitée. L'histoire, il n'y en avait même pas, hein. Ça parle d'Acacia qui est en gros princesse d'Autriche ou je sais pas quoi, bref, Marie-Antoinette quoi. Elle se retrouve en mariage forcé avec Alexandre, le roi de France. Ils ne s'aiment pas, ils se détestent, ils vont apprendre à s'aimer, il y a des complots vis-à-vis de la couronne, etc. Et tout le monde ment, et trahison, et faux semblant. Je ne vois que mon bouton, hein. Vraiment, je pense que vous non, mais moi je ne vois que ça. Moi j'aime beaucoup Morgane Moncombe, je trouve que ses romans sont assez chouettes parce que les scènes de sexe notamment sont très axées sur le plaisir féminin, ce qui fait que je trouve ça assez important et assez cool. Il y a toujours l'action du consentement, c'est toujours un peu spicy, mais c'est pas écrit avec le mot peuteux en plein milieu. Donc j'aime beaucoup. Là, le seul reproche que j'ai à lui faire, si on passe outre le fait que du coup ce n'est pas possible que ce soit Marie-Antoinette, mais elle le dit bien. Le seul truc qui me chiffonne un peu, c'est que j'ai trouvé ça un peu long. Donc je pense que c'est parce que j'étais pas dans une bonne période, mais il fait quand même presque 600 pages. Et j'avoue que j'aurais bien enlevé 100-150 pages. Je trouve qu'il y a des retournements de situation qui fonctionnent et il y en a deux ou trois qui servent un peu de rajout. Ça faisait un peu too much dans le drama. C'était une lecture plaisante, j'ai passé un bon moment, mais peut-être parce que je m'attendais à le dévorer plus, j'ai été un peu déçue. Donc j'ai bien aimé, mais c'est pas la romance, je m'en attendais un peu plus, j'espère que les prochaines seront plus courtes, peut-être, ou en tout cas que je les lirai plus vite. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs Wood Coco Mellors, que j'attendais beaucoup, je n'ai pas lu Frankenstein et Cléopâtre, enfin son titre d'avant, mais celui-ci me plaisait beaucoup parce que ça parle de sororité et que j'adore tout ce qui est roman sur les liens entre sœurs et les liens familiaux de manière générale, mais surtout les liens entre sœurs. Et là, s'ensuit l'histoire de quatre sœurs, je vais faire travailler la mémoire, Bonnie, Nikki, Avery et Lucky. Et il se trouve que l'histoire commence, Lucky, non.
Nikki. Nikki est décédée il y a un an, je crois, à peu près, au moment où l'histoire débute. Et la mère veut absolument vendre l'appartement familial. Or, les trois sœurs, ils sont très attachés parce qu'ils renferment le souvenir de Nikki. On va alterner le point de vue des trois sœurs. Elles sont dans des villes différentes, elles ont vraiment des vies totalement différentes. Mais ce qui les unit, en plus d'être sœurs, c'est la perte de Nikki. Et c'est un roman qui est assez, je pense, pas facile d'accès. Je le conseillerais pas à tout le monde. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais il est très intimiste, il est très dans la psychologie. Il y a beaucoup de sujets autour de l'addiction, c'est un passage dur, donc c'est forcément sur le deuil, donc il y a vraiment des passages qui sont assez difficiles à lire. Le personnage de Bonnie m'a beaucoup plu, elle est boxeuse, et elle avait perdu un grand championnat au moment où Nikki est décédée, et du coup ça l'a un peu tout remise en question. Elle travaille dans un bar en tant que videuse, enfin elle est vraiment dans une période un peu de transition. Tout comme Lucky, je confonds Lucky et Nikki. Tout comme Lucky, qui elle est une mannequin qui est très, voilà, qui est très dépendante, drogue, alcool. Elle est pas du tout, elle fait des moves pas du tout sécures. Enfin vraiment, si c'était ma soeur, mais je serais inquiète toutes les secondes. Et il y a Avery qui est la sœur aînée qui a vraiment éduqué ses trois autres sœurs. Elle a limite joué le rôle de la mère. Elle a réussi, je crois qu'elle est avocate ou je sais plus, mais en tout cas elle a beaucoup d'argent, elle a une belle maison, elle a une femme, elle est posée. Donc Avril c'est vraiment la femme qui a réussi. Mais il se trouve qu'elle aussi est une ancienne alcoolique, alors du coup ancienne, mais elle cache aussi des choses. Elle est aussi dans une période due au deuil de transition et de changement. Et les trois sœurs sont vraiment complètement perdues. Faut que j'arrête de faire ça, c'est très agaçant. Mais voilà, je trouve que c'est pas un roman facile, déjà pour la thématique, mais aussi par rapport à l'écriture, parce que les personnages, des fois, peuvent paraître hermétiques, et en même temps, je trouve qu'il y a une très très belle psychologie, et que à la fin, on a vraiment une touche d'espoir, une note voilà, de beauté, et j'ai passé un bon moment, autant qu'on peut le dire, mais pour moi, c'est un bon roman que je conseillerais pas à tout le monde, parce que je le trouve pas facile d'accès. Ensuite, j'ai lu le nouveau roman de Marie Vareille, nous qui avons connu Solange. J'aime bien Marie Vareille, je la suis depuis ça à l'époque, depuis qu'elle fait de la jeunesse. J'avais lu Ella ou Elia la passeuse d'âme. J'ai lu 2-3 de ses romans un peu plus feel good, et j'avais beaucoup aimé La dernière allumette dont je vous avais déjà parlé. D'ailleurs, fun fact, j'ai retrouvé le vlog, je crois que c'était un vlog lecture ou un point lecture, je sais plus, dans lequel je vous parle du dernier Marie Vareille, La dernière allumette, et je parlais aussi du dernier Morgane Moncomble. Donc ces deux femmes se retrouvent, ces deux autrices se retrouvent toujours dans mes vidéos, mes points lecture de mars. Mars et les deux en même temps. Coïncidence? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il y a une autre coïncidence? Non, je crois qu'après non. Peut-être le faux Kinos? Non, je sais plus. Bref. Tout ça pour dire que la dernière allumette m'avait scotché parce que je trouve qu'elle allait vers des zones qu'elle n'avait pas encore trop explorées. Et là, elle est un peu plus dans la zone de la dernière allumette, ce qui fait que le roman est très bon. L'écriture est toujours aussi qualitative et le découpage, la manière dont c'est écrit fonctionne bien. En gros, on suit le personnage de Célestine. Céleste ou Célestine, je sais plus. Peut-être c'est même pas ça. J'avoue que je me souviens plus de son prénom. Je crois que c'est Célestine. Et ça se passe pendant la période de l'entre-deux-guerres, je crois, au début. Et elle dit que c'est elle qui a tué Solange. Voilà, elle le confesse, c'est les premières lignes. Et du coup, on va revenir sur l'enfance de cette femme, et notamment ce qu'elle cache, qui est Solange par rapport à elle. Il y a le point de vue d'une autre personne qui s'appelle Jeanne, et du coup on se demande qui sont ces femmes, quels liens elles entretiennent, et ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à la mort de Solange. Ça alterne des extraits de journaux du coup de la part de Solange, qui, on le devine très vite, est enfermée dans une sorte d'asile psychiatrique, asile pour femmes, comme ça devait être à l'époque, une horreur. Ça fonctionne bien, l'écriture est vraiment bien, les personnages... En fait, ça fonctionne, c'est un très bon roman, c'est un très bon Marie Vareille, je l'ai adoré. C'est pas la question, c'est juste que par rapport au précédent, je trouve qu'on est un petit peu dans les mêmes ressorts, ce qui fait qu'il y a des choses que j'attendais et que je cherchais à décrypter. Et ça m'a enlevé un tout petit peu de surprise. Est-ce que ça m'a enlevé du plaisir? Je ne suis pas sûre parce que j'ai quand même passé un très bon moment. Mais ça m'a retiré un tout petit peu d'effet de surprise que j'avais eu dans la dernière allumette. On reste sur des thématiques aussi assez dures et assez importantes, mais la manière dont elle le traite, je trouve que ça fonctionne bien. C'est pas plombant. Et surtout c'est assez touchant, et ça a été dit un peu partout, donc je n'innove pas, mais c'est effectivement une très belle mise en avant des femmes, mères, grand-mères, de ce qu'elles sacrifiaient notamment. Et touche pas au cap s'il te plaît. Oui, merci.
Ce qu'elle sacrifiait notamment à l'époque, parfois, bah, souvent même jamais, elle ne faisait pas carrière pour s'occuper de la ferme, pour s'occuper des enfants, pour rester à la maison parce que c'était pas la place de la femme que d'aller faire de brillantes études, et de faire carrière. Donc c'est quand même un très beau roman, je vous le conseille bien sûr, surtout si vous aviez aimé les précédents. Mais j'avoue que c'est ce petit truc des effets de surprise et de la thématique où ayant lu les autres, j'ai essayé de chercher dans celui-ci la même manière de fonctionner, ce qui m'a enlevé un tout petit peu. Voilà. J'ai ensuite lu, que je repoussais un peu parce que j'avais peur. J'avais un peu peur de le lire parce que j'avais lu La langue cachée de... La chose des langues cachées. Ouais, je sais plus. Le précédent de Cécile Coulon. Et là, Le visage de la nuit, son nouveau de la rentrée de janvier, je le repoussais un peu parce que je savais que ça se passait au même endroit et j'avais pas trop aimé ce Cécile Coulon-là. Je crois que les retours étaient assez mitigés aussi. Ça fonctionnait en termes de conte, en termes d'ambiance, dans un village un peu voilà en huis clos, des choses un peu magiques, organiques, la nature qui est belle mais qui est sauvage en même temps. Il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait, mais qui m'avait un peu paru pas abouti. Et dans le visage de la nuit, on est dans le même village, mais pour moi là c'est totalement abouti. Ça fonctionne hyper bien, l'écriture est merveilleuse, il y a plus de pages, donc je trouve qu'on a plus de contenu de l'écriture de Cécile Coulon que moi j'adore. Donc je m'y suis beaucoup plus retrouvée. Dans le visage de la nuit, on suit un jeune garçon qui a été défiguré par une maladie qui a failli le tuer petit garçon. Son père l'a abandonné et a fui le village et il a été récupéré par un prêtre, un curé, désolé je connais pas les positions religieuses de ces hommes-là. Mais en gros le mec qui gère l'église, il l'a récupéré et il le garde caché. En tout cas le jour il le garde caché de la vue des autres parce que son visage est tellement affreux, tellement défiguré, et les scènes sont très très bien décrites d'ailleurs. Il est tellement défiguré qu'en fait il a peur, le prêtre a peur de la réaction des gens du village vis-à-vis du visage de ce jeune garçon. Et lui il ne va avoir de cesse que d'explorer quand même... Arrête de toucher à ça. Mais oui mais là tu m'emmerdes, tu vois bien. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc le jeune garçon va vouloir explorer quand même la vie en dehors de cette église, et il ne veut pas vivre non plus totalement caché. Et donc il va explorer, mais la nuit. Et la nuit, il va faire la découverte de plein de choses, notamment de cadavres d'animaux, de choses comme ça. Et il va se trouver comment dire, des liens, ou en tout cas il va se sentir à l'aise dans cette nature qui est à la fois un peu glauque. Il va découvrir la faune, la flore, enfin c'est vraiment toute une excursion nocturne qui va se créer. Et dans ce village arrive aussi un garçon au visage d'une très grande beauté. Tellement beau que les gens pourraient aussi réagir et réagissent très bizarrement. On a une sorte d'obsession, c'est un peu l'obsession, voilà, l'attraction-répulsion par rapport à celui qui est très très beau et à celui qui est très très défiguré, très très laid. Et c'est du coup un roman sur la différence évidemment, mais pas que, et je trouve que elle arrive vraiment à rendre beau des choses horribles. Je peux pas trop en dire, mais sur ce que va faire le personnage principal la nuit, il y a vraiment des scènes très descriptives, très organiques, et qui pourraient dégoûter, mais que lui, ça l'émerveille tellement que du coup nous on le lit comme quelque chose de merveilleux, ce qui est peut-être un peu le cas. Pour moi c'est une meilleure réussite de Cécile Coulon. Je suis contente d'avoir passé le pas de le lire parce que du coup j'aurais été déçue de rester sur la sensation de son précédent. Donc évidemment que je vous le recommande. Après il faut aimer les choses des fois un petit peu glauques, un petit peu axées autour des descriptions d'animaux, voilà, de trucs un peu organiques. Je peux pas en dire beaucoup plus parce qu'il faut quand même découvrir le roman. Et il y a un peu de rebondissement, il y a du suspense, mais ça peut se lire comme un conte, mais avec plus de contenu que le précédent, ce qui fait que pour moi c'est plus réussi. Ensuite j'ai lu Marat de Vincent Tassi qui est publié au Diable Vauvert, qui est son incursion dans la littérature contemporaine, lui qui fait plutôt de l'imaginaire d'habitude. Je crois que j'avais essayé de lire Apostasie, qui était publié au Chat Noir, qui va être réédité chez Mnemos d'ailleurs, petite info au passage. Mais je l'avais passé mon livre à quelqu'un et du coup j'avais pas repris la lecture. Non pas que ça me plaisait pas, mais l'écriture est très gothique et très stylisée, ce qui fait que moi ça m'avait un peu paru un peu lourd, un peu indigeste, en tout cas au moment où j'avais essayé de le lire. Mais j'étais curieuse de Marat parce que Marat s'était vendu selon l'éditeur comme une dark romance, mais pas dark romance parce qu'il n'écrit pas de la dark romance, mais une dark romance ou une relation toxique entre une belle-mère, une marâtre et son beau-fils. Et du coup l'histoire est racontée du point de vue du beau-fils dans l'arrivée de cette Marat qui est l'obsède et qui est
bouleverser sa vie. J'ai été mitigée sur cette lecture parce que un bon premier tiers, une bonne moitié, j'ai été totalement séduite. Surtout par l'écriture. Et en fait, le problème, c'est que l'écriture est tellement... pour le coup, c'est un faux reproche, je m'en veux même de le dire, mais c'est tellement bien écrit que, en fait, à la fin, ça devient trop. C'est un peu écœurant. Et en plus de ça, je suis un peu déçue parce que pour moi, c'était pas... c'est peut-être le point de vue de la libraire là qui biaise un peu la vie lecture, mais la manière dont l'éditeur l'avait vendu sur les argumentaires de vente, je m'attendais vraiment à une relation toxique. Or, pour moi, sans trop spoiler, mais si vous avez envie de le lire et que justement c'est un truc qui pouvait vous rebuter, c'est pas une relation amoureuse toxique, c'est une relation d'amour toxique, mais plutôt marâtre beau-fils. Donc il n'y a pas quelque chose de l'ordre, genre par exemple du charnel, il n'y a pas quelque chose de cet ordre-là. C'est plutôt vraiment marâtre beau-fils. Donc sur ça, moi j'ai été un peu déçue, enfin je voulais pas un truc incestueux du tout, mais j'ai été déçue parce que je m'attendais à plus de... Désolée, même la bière sans alcool ça fait rôter. Je m'attendais à un truc plus toxique et surtout plus axé autour de l'amour, même familial, mais plus axé autour de l'amour. Or, je trouve que c'est plus les comportements là sur lesquels sont axés le roman. Et je ne trouvais pas qu'il y avait, par exemple, de la part de Mara, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'amour pour son beau-fils. Du coup, peut-être que l'amour est à sens unique, mais en tout cas, ça m'a... J'ai pas eu ce que je voulais. Et pour finir, ce qui m'a totalement achevé, c'est que la fin du livre, encore une fois, c'est pas vraiment un spoil, donc je peux y aller. La fin du livre, je dirais, je sais plus, 50 pages, peut-être plus, à peu près 50 pages. On part sur un peu autre chose, sur le pouvoir de la littérature, sur machin et tout, et on dirait plus un micro-essai, et ça m'a royalement fait chier, je vais pas mentir, là ça a achevé de me perdre, donc j'en ressors très déçue parce que ça partait sur un truc un peu weirdo, qui aurait pu vraiment me plaire, et surtout une écriture qui fonctionnait, et qui finalement a donné un goût de trop plein, donc ça m'a écœurée. Ensuite, j'ai fait une lecture que j'attendais tellement, tellement, tellement et que je veux absolument vous faire lire. Il faut absolument que vous le découvriez. Mon représentant me l'avait, Actes Sud, et donc il s'occupe du Rouergue, me l'avait magnifiquement vendu. Et quand on a reçu le SP, service de presse, à la librairie, je me suis contenue pour ne pas le lire trop tôt parce que je crois que ça fait plus d'1 mois qu'on l'avait. Et je m'étais dit non, non, lis-le qu'au moment de sa sortie. Et il est sorti là, début avril. Bref, trêve de blabla, il s'agit de Walter Cobb attendez, je l'ai là, pour vous montrer quand même la beauté du truc. Donc Walter Cobb, Nos chemins d'or et de poussière, c'est de Mathilde de Lagosi. C'est son premier roman qui est publié donc aux éditions du Rouergue dans la collection Épique, qui est la collection un petit peu fantastique, fantasy, science-fiction, en tout cas un peu imaginaire, grands ados, que je trouve, juste pour vous planter un peu le truc, il est trop beau, attendez, je vais enlever le bandeau. Quand même, sans la couverture, hop, on voit les petits 3 personnages. Voilà, il est beau quand même, il est beau. Juste un petit point pour essayer de placer l'histoire, pour contextualiser, pour vous dire un peu. Épique, chez le Rouergue, ils ont des titres que j'adore. Ils ont vraiment plein de titres très qualitatifs que je vous conseille. Pour n'en nommer qu'un, Les Royaumes de Pierre d'Angle. Mais je trouve qu'ils ont une... j'ai le nez qui grattait. Ils ont un choix éditorial, une sélection de titres dans leur collection épique qui est un peu ambiguë parce qu'elle peut vraiment plaire à des très grands ados, mais surtout à des adultes. Et celui-ci, moi en tout cas avec ma collègue, on a décidé de le mettre aux 2 endroits parce que franchement, on serait triste qu'il n'aille pas dans des mains d'adultes parce que franchement, pour moi, c'est aussi bon enfin c'est aussi bon, n'importe quoi. Pour moi, c'est un roman qui s'adresse autant aux adultes qu'aux ados et que je veux que des adultes lisent. Ce n'est pas, on reviendra pas sur le débat de la littérature jeunesse n'est pas que pour la jeunesse, on le sait, on prône ça, mais celui-ci vraiment, dans l'écriture, dans l'histoire, dans tout, je veux qu'il aille dans les mains d'adultes et pas que des ados. Voilà, c'est tout, c'est ma petite... Mais pareil pour d'autres titres, parce que franchement, Pierre d'Angle, la preuve, le Poche est sorti dans le folio adulte. Donc c'est bien que c'est plus adressé parfois à des publics plus adultes, tellement leurs choix éditoriaux sont bons. Mais du coup, c'est vrai que ça biaise un peu là où on le range dans la librairie. Bref, je m'étale. Donc premier roman. Pour contextualiser, on est dans une Amérique qui a aboli l'esclavage, mais qui est quand même toujours ségrégationniste. On va suivre le personnage de Sam Carson qui erre un peu dans cette Amérique poussiéreuse et précaire, à la recherche de petits boulots pour survivre. Et son chemin va croiser celui de Walter Cobb, qui est un géant
un peu pas rêveur, mais en tout cas qui aime l'humain et qui a vraiment un cœur très tendre. Et Sam, il est au contraire assez désabusé, il est beaucoup plus petit que Walter, c'est pas très difficile. Il a une jambe, Sam, il a une jambe qui boite un peu, donc voilà, physiquement, il n'est pas aussi fort que Walter. Et donc les deux vont un peu s'associer pour chercher du boulot. Lui, c'est un peu le cerveau et l'autre, c'est les bras. Leur chemin va croiser celui de Mercy, une jeune femme noire qui, voilà, en gros, ils vont la tirer d'un mauvais pas, comme une femme noire pourrait le vivre à l'époque, j'imagine. Hein, pour ça, c'est très réaliste. Et c'est le début d'une quête, oui, merci. C'est le début d'une quête entre, si je peux pas trop en dire, parce que c'est vraiment un roman à découvrir, mais en gros, c'est une quête entre vengeance, galère, entraide. Il y a vraiment plein de choses terribles, mais vraiment contrebalancées par des choses merveilleuses que seul l'humain et du coup seul Walter arrive à mettre en... En fait, Walter va vraiment changer leur vie. Et la petite touche pour que ce soit dans la collection épique, c'est qu'il semble se passer des phénomènes assez étranges autour du personnage de Walter, sans trop en dire, je vais rester assez floue aussi, mais ce qui donne une toute petite touche de fantastique qui, un petit peu à la Blackwater, vous allez comprendre ce que je veux dire, pour moi ne gêne pas un public de littérature, mais donne une petite touche de fantastique pour celles et ceux qui aiment ça, qui n'est pas du tout déplaisante et qui est très bien maîtrisée. Je n'en dirai pas plus. Juste pour la petite info, il y a un blurb de Christelle Dabos derrière, donc l'autrice de La Passe Miroir, qui dit une histoire où j'ai eu faim parfois, froid souvent, mais où je ne me suis jamais sentie seule, parce qu'on peut avoir un monde entier contre soi, tout se surmonte avec ces trois-là et avec une petite touche de magie. Et il y a Marine Carteron, celle qui a écrit Palace, notamment chez Epic, qui dit « Lire Walter Cobb, c'est plonger dans un univers à la croisée de la ligne verte de Django Unchained et des souris et des hommes. J'ai eu tellement de mal à le lâcher que j'ai séché un cours pour le finir. » Bon bref, ça après, c'est son problème à la madame. Le roman fait 300 pages et effectivement, il ne se lâche pas, ça se dévore. Et limite, j'en aurais voulu plus de Walter, plus de ces trois-là. C'était vraiment incroyable, je trouve son écriture hyper maîtrisée pour un premier roman. La construction, tout, le décor, c'est vrai qu'on est très dans cette Amérique à la Steinbeck. Le duo, effectivement, fait penser à des ouvriers des hommes, mais plus en inspiration que vraiment en copie, ce qui du coup ne gêne pas du tout. Le côté Django, je vois Django Unchained, Django, Django, Django Unchained, je vois aussi pourquoi Marine Carteron en parle, mais vous avez un peu, voilà, je trouve que ces comparaisons, vous sentez un peu l'ambiance de ce roman, et par exemple, quand voilà, nos chemins de poussière et d'or, ils sont sur la route tout le temps, ils galèrent sans arrêt, mais bon, ensemble, est-ce que des fois les galères, c'est pas mieux de les vivre à trois? Enfin, je sais pas. C'est vraiment, j'ai adoré, je veux absolument que vous le lisiez, s'il vous plaît, découvrez Walter Cobb, et quand vous l'aurez lu, revenez me dire que c'était merveilleux. Ensuite, après Walter Cobb, j'ai lu le... Donc là, j'ai la version non corrigée, donc c'est pas du tout la version définitive du dernier livre de Fuenquinos. Je suis drôle, qui là est sorti avant-hier. Donc, qui est sorti hier dans une plus belle version que je vous mettrai ici. Je lis... Je crois que ça a fait... J'ai beaucoup lu Fuenquinos au tout début, qu'il a eu du succès avec... La délicatesse. J'ai continué à en lire quelques-uns. J'ai eu un gros trou à un moment donné quand j'étais plus en SPBD. Et là, depuis que j'ai repris un généraliste... Qu'est-ce que tu fais, Gigi? Qu'est-ce que tu fais? Et là, depuis que je suis en généraliste, je continue à les lire. Alors j'ai lu La vie heureuse, j'ai lu Tout le monde aime Clara. Et du coup, j'ai lu Je suis drôle. Ils font à chaque fois quand même à peu près 200 pages, un peu plus, un peu moins. Et ça prend pas très longtemps à lire, c'est pas très compliqué non plus en termes d'écriture. Je sais pas, je passe toujours un plutôt bon moment. Après, c'est jamais non plus à taper le cul par terre. Voilà, c'est un bon moment de lecture, ça se lit facilement. Par exemple, si moi je trouve que quand on n'aime pas trop lire ou quand on est dans une page de lecture, moi je conseille un peu du Fuenquinos, je trouve que ça se lit facilement. Ça peut être pris de manière péjorative, mais c'est vrai. Donc dans Je suis drôle, on va suivre un garçon qui veut absolument, qui pense absolument être hilarant et qui veut, j'ai l'air trop méprisante parfois, c'est horrible, qui se pense hilarant et qui veut devenir le meilleur dans le stand-up, dans les humoristes. Sauf qu'il va galérer à faire sa place, et donc on va suivre toutes ces galères et comment il en arrive au succès, parce qu'on sait dès le début qu'il va y arriver. Alors, ça se lit bien, voilà, c'est sympathique. Par contre, je trouve qu'il y a quand même une bonne partie du roman où, pour un titre, ça s'appelle Je suis drôle, c'est plutôt très déprimant. Moi, il m'a foutu un peu le seum, ce mec. Il a un comportement que je dirais
un petit peu border avec sa copine. Il lui fait un coup ou deux où j'étais là, oui, bon, bah moi je l'aurais déjà... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et alors, surtout, donc voilà, après ça fonctionne, c'est machin, c'est sympa. Il y a juste un truc que j'ai remarqué qui m'a un peu saoulée. Je les ai surlignés vu que c'est une version floppy, je me suis permise. Vraiment, dans les 20-30 premières pages, il fait des comparaisons et des métaphores autour du livre, mais que j'ai trouvé lourdingue. Il y en avait toutes les 3 pages, toutes les 3 paragraphes, il y avait une comparaison autour du livre. Je vais vous les retrouver parce que je les ai surlignés tellement j'étais choquée qu'il y en ait autant. Ça s'est arrêté complètement après ces passages-là, mais par contre, là c'était tous les 3 paragraphes. Oui, voilà, attendez, je vais vous mettre le contexte quand même parce que là ça sonne bizarre. Il s'était souvent interrogé sur la symbolique tragique de ne pas pouvoir avoir d'enfants quand on passe sa vie au milieu de ceux des autres. Parce que elle est prof et lui, elle est directrice d'une école et lui, il est prof. En parlant des parents du gars. Ils étaient comme des analphabètes dans une librairie. Ok. Une page plus loin. Une page plus loin. De plus en plus souvent, il se réfugiait dans la littérature. Il utilisait les pages pour colmater les trous de son sommeil. Ok. Une page plus loin. Non, 2 pages. 2 pages plus loin. Elle aussi avait peur. Mais elle non plus ne savait que dire. Comme un livre, on la découvrait page après page. Une page après. Il avait toujours senti chez Gustave ce côté sauvage, ce désir de s'affranchir, on appelle ça un électron libre. Il était cette phrase qui ne se laisse pas enfermer dans un roman. Est-ce qu'il y en a encore une ou ça s'arrête là? Ah non, 2 pages après. Sa petite bibliothèque lui offrait la possibilité d'agrandir son territoire minuscule. Avec les livres, il voyageait. Je crois que ça s'arrête là. Allez, je crois que ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Voilà, hein, c'est l'effet que ça m'a fait. Après, il y avait un truc ou deux. Voilà. Allez, ça me fait un peu rire. Je suis désolée, je me moque pas, mais ça me fait un peu rire. Elle avait vu tellement sa mère souffrir de l'absence de son père qu'elle cherchait inconsciemment un fonctionnaire du cœur. Pour dire qu'en gros, il lui fallait un truc stable. Un fonctionnaire du cœur. Voilà. C'est pas dans le stand-up, hein. C'est pas censé être humoristique. Ça suffit à lui-même. Non, celle-là, je l'ai bien aimée. Celle-là, je l'ai bien aimée. La meilleure manière d'être décevante, c'est d'être annoncée comme une personne formidable. Je trouve que ça va. Ça, j'aime bien. Et c'est pas faux. Quand on survend un truc, en général, derrière, plus de chances d'être déçu. Donc, c'en est tout pour les romans. Après, juste pour le petit point lecture, je me suis mise à jour sur... Donc, j'ai lu le nouveau tome de Vie d'ensemble chez Naban. Naban, cœur sur eux. Lisez tous les mangas de chez eux. Enfin, en tout cas, tous ceux... Moi, je lis pas tout, mais il y en a plein des super. J'ai lu le nouveau tome du Ballet des cœurs aussi chez Naban, que je vous conseille. L'autrice de Sérénade pour une pluie de larmes. Et je me suis mise à jour sur Skip and Loafer, que je vous recommande chaudement, surtout que la parution a repris, vu que Noël Graff a repris du service. Et c'est vraiment une tranche de vie lycéenne absolument merveilleuse, qui réunit à la fois le côté rigolo, léger, et à la fois des thématiques qui ne nous épargnent pas. Je trouve que ça alterne vraiment bien cette douceur réconfortante, même si je déteste ça, mais c'est vrai, cette douceur réconfortante, et en même temps, on n'oublie pas que c'est des gens qui sont en développement, des gens qui se questionnent et qui peuvent faire des erreurs, et je trouve ça superbe. J'adore beaucoup la tournure que ça prend là dans les nouveaux tomes. J'ai lu aussi le nouveau manga L'héritière du dragon chez Glénat, je vous mettrai les trucs ici, qui est très très beau. J'aime beaucoup le dessin, je trouve ça très léché. J'adore dire qu'un dessin est léché. Je trouve que c'est agréable à dire. Qui est une sorte, pour l'instant le premier tome est assez introductif mais fonctionne plutôt bien, et qui à mon avis plaira au lecteur de Yona. Pour l'instant ça n'a pas l'intensité de Yona, on va pas non plus déconner, mais pour l'instant ça me plaît bien, ça m'intrigue. Je lirai le 2e tome pour voir où ça va. Et ensuite, ah si, j'ai lu Terre ou Lune, le banger absolu en roman graphique BD de ce début d'année, qu'on va passer absolument partout chez le nouvel éditeur Morgan. Et c'est un titre écrit et dessiné par Jadko, qui avait fait Zoc, que j'avais beaucoup aimé à l'époque où j'étais en SPBD, où j'avais découvert Zoc. C'était déjà assez merveilleux, et là Terre ou Lune, je comprends les éloges, c'est vraiment pas mal. Je pense qu'encore une fois, il y en a eu un tel pataquès que j'ai été légèrement, pas déçue parce que c'est pas le cas, mais je n'étais pas extatique au même niveau. Mais par contre, je comprends l'engouement parce que c'est vraiment un récit de qualité. Et je comprends aussi les gens qui ne veulent pas trop en dire, parce que je trouve que c'est un récit qui se découvre. Évidemment qu'il y a des veines à la Miyazaki, la Ghibli, etc. C'est impossible de ne pas le dire. Il y a aussi une petite touche, je m'arrêterai là, d'anticipation qui fonctionne très bien.
Et beaucoup d'émotions qui se dégagent des enfants, des personnages qu'on voit grandir. Il y a une petite ellipse temporelle. Là, j'aime beaucoup, j'ai hâte de lire la deuxième partie. Ce sera donc en 2 parties. La pagination est quand même très généreuse. Il y a 300 pages de paysages magnifiques. J'essaierai de vous faire des inserts. Donc franchement, je comprends la hype. Il est toujours en rupture ou il repasse dispo là bientôt. Bah, je vous le conseille aussi, hein, je veux pas être très originale, mais c'est vrai, hein, c'est merveilleux. Et je lis tellement peu maintenant de BD et de romans graphiques que si je l'ai lu et que j'ai aimé, c'est que quand même, à mon avis, il en valait le coup. Non pas que ma parole, non pas que j'ai parole d'évangile, ou que ma parole vaut de l'or, je sais pas ce que c'est l'expression. Mais en attendant, je ne ferai pas partie de ces personnes qui vous diraient non, ne le lisez pas, c'est trop surcoté. C'est pas vrai, c'est merveilleux, lisez-le. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, Walter, foncez en librairie, c'est déjà dispo. Et mettez-le dans vos CDI et mettez-le dans les mains d'adultes ou d'ados parce que c'est absolument génial. Et qui survend maintenant? Qui survend? C'est sûr, quand on aime, je comprends. Voilà, c'en est tout pour mes lectures du mois de mars. Et vous, qu'avez-vous lu de beau? Quel est votre gros coup de cœur du mois de mars? Dites-le moi en commentaire, je suis très curieuse. Et pour aller avec Walter Cobb, vu que ça va faire un petit clin d'œil à des souris et des hommes, mettez-moi un emoji souris si vous avez la flemme de me dire ce que vous avez lu en mars, ou si vous voulez juste me laisser un petit commentaire. Moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, peu importe l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Là je l'ai pas fait du bon côté. Si, c'est quoi le côté? À plus tard.